Bonjour Jean-Philippe Guimet. Bonjour Catherine Goldman. Vous êtes sociologue et pour la seconde fois, vous venez d'évaluer localement la mise en œuvre de la loi du 13 avril 2016 sur 4 nouveaux territoires, Limoges, Marseille, Nantes et Toulouse. En tant que sociologue, comment percevez-vous l'originalité de cette loi? Alors, ce qu'il faut préciser tout de suite, c'est que c'est une loi d'un État abolitionniste et elle est tout à fait intéressante et originale sur le plan sociologique car elle se veut systémique. Alors, systémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle propose 4 volets qui sont centrés sur chacun des acteurs qui concourent précisément à la construction du système prostitutionnel. Le premier volet, c'est le plus classique, c'est un volet de lutte contre le proxénétisme. Il est renforcé, en particulier sur Internet, et c'est un volet classique qui existait déjà avant, depuis que la France est abolitionniste. Le deuxième volet, lui, est nouveau, c'est que la loi propose des parcours de sortie de la prostitution et d'accompagnement vers la réinsertion aux personnes victimes qui le souhaitent, bien évidemment. Le troisième volet, c'est le volet qui a été le plus médiatique lors du vote de la loi, c'est que les clients, qui bien évidemment de leur côté concourent au système prostitutionnel, deviennent pénalisables et il peut aussi leur être proposé des stages de sensibilisation au phénomène prostitutionnel. Et le quatrième volet, enfin, qui boucle la boucle, pour ainsi dire, c'est que des actions d'information, de prévention et d'éducation sont prévues pour les jeunes des collèges et des lycées, qui sont les adultes et les citoyens de demain. Et dans votre évaluation, ces 4 volets sont-ils mobilisés localement? Alors le souci, c'est que cette loi qui est a priori donc systémique, on vient de le voir, en réalité, elle est mise en œuvre de manière très partielle. Pour être très précis, il n'y a pas un seul territoire étudié où tous les volets de la loi sont mis en œuvre. Et donc, 6 ans après son vote, cette loi ne fait toujours pas système, pour parler comme ça. Et pourquoi? Alors, je crois qu'on peut simplement souligner 3 grandes raisons. La première, qui est identifiée depuis assez longtemps, c'est qu'il y a une relative faiblesse du portage national de cette loi et un relatif faible engagement de certains ministères qui sont concernés par cette loi. La deuxième raison, qui est la conséquence de la précédente, c'est que la mise en œuvre de cette loi repose quasi entièrement sur les épaules des acteurs institutionnels et associatifs locaux. Alors ça se traduit par une absence d'homogénéité de la mise en œuvre, une espèce d'application relativement élastique selon les territoires. Et en fait, et ça c'est quand même un résultat majeur, l'application de la loi varie essentiellement en fonction du degré de mobilisation des acteurs locaux. Et on peut même aller jusqu'à dire, on l'a vu dans certaines villes, c'est le cas de Marseille, que le changement d'un seul acteur institutionnel peut entraîner localement soit l'arrêt brutal, soit la réactivation de la mise en œuvre de la loi. Et puis, la troisième raison, qui est également une conséquence de la relative faiblesse du pilotage national, c'est que encore aujourd'hui, des préfectures font parfois des interprétations un peu restrictives de la loi. Très bien, mais concrètement, quel est le volet de la loi le moins mobilisé localement? Alors, sans aucune contestation, c'est le volet de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes collégiens et lycéens qui demeure franchement le plus souvent à l'état embryonnaire, à l'état de projet dans les établissements scolaires des 4 villes. Même quand, et c'est peut-être ça qui est le plus original à souligner, même quand des établissements sont confrontés à des cas, alors suspectés, avérés, ça on ne sait pas trop, de prostitution de mineurs. Alors bien évidemment, les acteurs de l'éducation nationale
invoque le manque de temps, le manque de personnel, l'absence de priorité. Mais en réalité, la raison qui me paraît quand même la plus majeure et la plus sérieuse, c'est que l'éducation nationale ne perçoit pas encore aujourd'hui réellement l'enjeu d'une politique de prévention du risque prostitutionnel dans ces établissements. Pour être très précis aussi, un protocole d'intervention auprès des jeunes a vraiment été pensé dans une seule ville de l'évaluation, Toulouse. J'ajouterais, pour finir sur ce chapitre, que ça pose quand même une question un peu compliquée, c'est comment parler de cette problématique prostitutionnelle à des jeunes collégiens et lycéens. Et qu'en est-il de la pénalisation des clients de la prostitution? Alors écoutez, la pénalisation des clients, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne peu, ou alors ça fonctionne mal. Je vais être très précis. Il n'y a aucune verbalisation de clients à Limoges. Il y en a peu à Nantes. À Marseille, le stage de sensibilisation pour les clients est prêt, mais faute de verbalisation et de pénalisation, il ne se met pas en place. Alors même d'ailleurs qu'on a une procureure qui souhaite le développer. Et sur les 4 villes, en fait, on a des verbalisations de clients uniquement à Toulouse. Et cette ville présente aussi la particularité depuis 2014 d'avoir mis en place un arrêté municipal qui punit encore les personnes prostituées. Et quand on regarde le nombre de verbalisations clients, 124, et le nombre de verbalisations personnes prostituées, 116, c'est à peu près équivalent. Et là, bien évidemment, on n'est pas exactement dans l'esprit de la loi qui avait abrogé le délit de racolage. Et comment la police explique-t-elle cette situation? Alors écoutez, la police, ça c'est un résultat majeur, elle adhère très faiblement à ce point de la loi, même 6 ans après son vote. Alors, elle invoque souvent des choses classiques, le manque de moyens, le manque de moyens financiers, d'autres priorités, ce qui n'est pas faux. Hein, on sait tous que la police, elle a beaucoup de travail. Mais il y a quand même un argument qui revient sans cesse sur tous les territoires, j'en parlais un peu précédemment, c'est que le délit de racolage a été aboli et la police considère que finalement le client serait aujourd'hui un informateur potentiel, essentiel dans le processus de démantèlement des réseaux. Et au fond, d'après la police, il convient plutôt d'auditionner ce client, de le protéger et plutôt pas de le pénaliser. Donc, vous êtes en train de nous dire que 2 volets sur 4 de la loi ne sont pas réellement mis en œuvre au niveau local. Donc, on peut se demander qu'est-ce qui est appliqué de cette loi? Alors, rassurez-vous, Catherine Goldman, sans aucun doute, ce qui est appliqué, c'est le volet social de la loi. Et j'ai envie d'en détailler un peu 2 éléments. Le premier élément qui marche vraiment très bien, c'est que les commissions départementales sont réellement au cœur du déploiement du volet social. Alors, elles rencontrent des difficultés, bien évidemment, selon les territoires, mais le volet social s'est véritablement développé depuis la première évaluation que nous avions faite. C'est l'axe prioritaire qui est vraiment porté par les délégués départementaux, il faut leur rendre hommage, et les acteurs locaux dans la commission. Pour aller un peu plus loin, il me semble qu'on peut faire trois remarques. La première, c'est que ces commissions développent une véritable coopération territoriale entre acteurs. La deuxième remarque, c'est que la coopération dans ces commissions fait évoluer le regard des uns sur les autres, et en particulier le regard
sur les personnes victimes de prostitution et sur les associations qui les accompagnent. On peut même aller un peu plus loin en disant qu'à l'origine, lors de la mise en œuvre des commissions départementales, il y avait une espèce de climat de méfiance entre certains acteurs et les acteurs associatifs, et qu'aujourd'hui, ce climat de méfiance s'estompe et on a plutôt un climat de confiance au fond réciproque. Et la troisième remarque qu'il faut faire, c'est que la commission est un outil de pilotage fondamental qu'il faudrait, à mon avis, faire monter en puissance en développant son rôle un peu stratégique. C'est-à-dire que tous les acteurs interviewés disent souvent qu'elle se limite parfois trop au suivi des dossiers, au suivi des personnes, au parcours, si vous voulez. Et des acteurs, en particulier associatifs, souhaiteraient que une ou deux fois par an, une commission plénière, en quelque sorte, soit centrée sur la stratégie locale de lutte contre le système prostitutionnel. On pourrait y faire, la police pourrait y dresser un état des lieux de la prostitution. Chaque acteur pourrait raconter un petit peu comment il travaille sur le phénomène. Et d'ailleurs, la loi prévoit ce type de commission un peu stratégique. Et ce bon fonctionnement des commissions que vous venez de décrire a-t-il un effet sur les parcours de sortie de la prostitution et sur les personnes qui s'y inscrivent? Alors, je crois que c'est le deuxième résultat positif et le deuxième point majeur du volet social. Et là, j'ai envie de le résumer par 4 éléments. Premier élément, c'est qu'au niveau national comme au niveau local sur nos 4 terrains, les parcours de sortie sont en augmentation. De mémoire, on comptait 162 parcours de sortie sur nos 4 territoires. 102 étaient en cours au moment de l'enquête. On a des départements qui enregistrent un nombre croissant de demandes d'entrée, à tel point que parfois, des associations agréées sont obligées de constituer des listes d'attente. Il y a trop de demandes, si vous voulez, à l'entrée des parcours. Dans l'évaluation, on a ça, par exemple, à Nantes et à Toulouse. Du coup, le deuxième élément, qui est un peu la conséquence du premier, c'est que les moyens commencent parfois à manquer pour faire face à la demande des personnes qui souhaitent entrer en parcours. D'une certaine manière, on peut le dire comme ça, le dispositif est victime un petit peu de son succès, et ça devient compliqué de trouver parfois des logements pour mettre à l'abri les personnes ou des logements adaptés quand elles sortent de parcours. Là, il faut être clair, excusez-moi, sans moyens supplémentaires, il va devenir de plus en plus difficile de monter en puissance et de répondre aux nouvelles demandes. Le troisième élément qui me semble important à dire, à rapporter à l'État en particulier, c'est que les associations agréées sont parfaitement conscientes des enjeux de leur rôle, et toutes celles que j'ai interviewées se situent dans une logique de la responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de laisser entrer des personnes en parcours, il y a une très longue préparation, il y a une très longue phase de diagnostic. Et ça veut dire aussi que les dossiers sont travaillés de manière très approfondie par les associations qui ne souhaitent pas, bien évidemment, se laisser manipuler par des réseaux mafieux ou des réseaux de traite. Et il me semble important de dire que les associations agréées sur les territoires étudiés ont fait la preuve d'une certaine manière de leur expertise auprès des acteurs des commissions départementales, et toutes disent bénéficier d'un surcroît de légitimité. Puis le quatrième élément, c'est peut-être le plus important, c'est que sur nos territoires, donc 60 parcours étaient terminés au moment de l'évaluation. Et il faut dire, il me semble important de dire que du point de vue des acteurs associatifs, comme du point de vue des personnes, les parcours sont quand même plutôt une vraie réussite. Beaucoup de personnes arrivent au terme de ces parcours avec un logement, avec un emploi, et j'ai envie de dire encore plus, avec de la dignité
et de l'espoir pour les années à venir. Et le dernier point que j'ai envie de souligner de ce côté-là, c'est que les parcours sont une chance. Les parcours métamorphosent les personnes qui y rentrent. Et je vais m'appuyer sur un éducateur qui suit des parcours que j'ai interviewé à Toulouse et qui m'a dit très clairement, c'est une loi qui sauve des vies au sens propre et au sens figuré. Et cette idée est tout à fait partagée par toutes les associations que j'ai pu interviewer. Donc, la mise en œuvre du volet social de la loi a un réel effet positif sur les personnes victimes qui bénéficient de ces programmes. Comment souhaitez-vous conclure cette courte interview à propos de l'évaluation? Écoutez, dans cette évaluation, personnellement, j'ai été très marqué par les entretiens que j'ai réalisés avec les personnes qui étaient en parcours ou qui en étaient sorties. Et j'ai envie de conclure en rapportant les paroles d'une personne que j'appelle Betty dans le rapport. C'est un nom d'emprunt qui est sorti de parcours à Limoges. Et à la fin de l'entretien, Betty m'a fait une demande, en fait. Et puis elle m'a dit, mais Monsieur Guillemet, moi je la cite là, de mémoire, elle m'a dit, je vous supplie de dire au gouvernement qu'il ne faut pas arrêter cette loi, il faut continuer les parcours, c'est une chance. Et Betty a continué, alors là je ne me rappelle plus exactement de quelle forme elle l'a dit, mais elle a continué en disant, moi j'ai eu cette chance de pouvoir sauver ma vie, je souhaite que cette chance soit donnée à d'autres filles. C'est un petit peu comme ça que j'avais envie de conclure.